Bonjour, Plaxis 2D, nous l'avons dit dans nos précédentes vidéos, est un logiciel géotechnique basé sur les éléments finis qui permet de modéliser facilement, de par son interface, les situations géotechniques et ainsi entrevoir les problèmes probables. Seulement pour être mieux outillé à son utilisation, il est nécessaire d'une part de maîtriser les principes de mécanique des sols et d'autre part de comprendre comment Plaxis conçoit ces principes. Dans cette vidéo, nous parlerons des préliminaires, c'est-à-dire les contraintes, les déformations et les analyses. La contrainte, c'est la douleur que ressent la matrice quand elle est poinçonnée. En effet, lorsqu'on applique des forces sur un massif de sol, avec en mémoire la notion de volume élémentaire représentatif, cela entraînera la création de contraintes totales notées sigma, proportionnelles au poids des terres ou aux surcharges appliquées à la surface du sol. Ces contraintes en un point vont varier en fonction de l'orientation de la facette considérée et pourront se décomposer en une composante normale, sigma n, et une composante tangentielle. La contrainte est un tenseur qui peut être représenté par une matrice de coordonnées cartésiennes. Dans la théorie des déformations, le tenseur des contraintes est symétrique, de sorte que sigma x, y soit égal à sigma y, x, sigma y, z soit égal à sigma z, y, sigma z, x soit égal à sigma z, x, z. Dans cette situation, les contraintes sont souvent écrites avec la notation vectorielle. Selon le principe de Tergasi, les contraintes dans le sol sont divisées en contraintes effectives sigma' et pression interstitielle sigma w. Les pressions interstitielles sont généralement fournies par l'eau présente dans les pores. On considère que l'eau ne supporte aucune contrainte de cisaillement. Par conséquent, les contraintes de cisaillement effectives sont égales aux contraintes de cisaillement totales. Les composantes positives de la contrainte normale sont considérées comme représentant la tension, tandis que les composantes négatives de la contrainte normale indiquent la pression. En outre, l'eau est considérée comme totalement isotrope de sorte que toutes les composantes de la pression interstitielle sont égales. Par conséquent, la pression de pore peut être représentée par une seule valeur Pw. Dans Plaxis, les contraintes effectives sont disposées dans l'ordre algébrique suivant: sigma 1' inférieur à sigma 2' inférieur à sigma 3'. Par conséquent, sigma 1' est la plus grande contrainte principale de compression et sigma 3' est la plus petite contrainte principale de compression. En plus des contraintes principales, il est également utile de définir des invariants de contraintes qui sont des mesures de contraintes indépendantes de l'orientation du système des coordonnées. Deux invariants de contraintes sont utiles: P' et Q. P' est la contrainte effective isotrope et Q est la contrainte de cisaillement équivalent. Elle a les propriétés importantes de se réduire à Q' égale à sigma' moins sigma 3'. La déformation traduit les changements de forme subis par la roche. Elle est ductile ou fragile. Selon le champ de force, il se produit une compression, une extension ou un cisaillement. La déformation est indépendante donc de l'amplitude du déplacement. La déformation est un tenseur qui peut être représenté par une matrice avec des coordonnées cartésiennes comme suit. Les déformations sont des dérivées des composantes du déplacement. Selon la théorie des petites déformations, seule la somme des composantes cartésiennes complémentaires de la déformation en cisaillement EIJ et EJI donne lieu à une contrainte de cisaillement. Cette somme est désignée comme la déformation de cisaillement gamma. Les déformations sont souvent écrites en notation vectorielle, ce qui implique seulement 6 composantes différentielles. Les modèles de matériaux pour le sol et la roche sont généralement exprimés sous la forme d'une relation entre les incréments infinitésimaux de contraintes effectives et des incréments infinitésimaux de déformation. Cette relation peut être exprimée sous forme de sigma'
égale à M epsilon, où M est la matrice de rigidité du matériau. Notez que dans ce type d'approche, les pressions de port sont explicitement exclues de la relation entre la contrainte et la déformation. Le modèle de matériau le plus simple dans Plaxis est basé sur la loi de Hooke pour un comportement élastique linéaire isotrope. Ce modèle est disponible sous le nom de modèle élastique linéaire, mais il est aussi la base d'autres modèles. Dans cette équation, la matrice de rigidité du matériau élastique est souvent désignée comme DE. Deux paramètres sont utilisés dans ce modèle, le module de Young, E', et le coefficient de Poisson, Nu'. Sous Plaxis, les paramètres effectifs sont désignés par des apostrophes, sauf si une signification différente est explicitement indiquée. Les symboles E et Nu sont parfois utilisés en combinaison avec l'indice UR pour souligner que le paramètre est explicitement destiné à être déchargé et rechargé. Un module de rigidité peut également être indiqué avec l'indice ref pour souligner qu'il se réfère à un niveau de référence particulier. Selon la loi de Hooke, la relation entre le module de Young et les autres modules de rigidité, tels que le module de cisaillement G, le module apparent et le module eudémétrique, est donnée par les différentes relations. La présence de pression interstitielle dans un sol, généralement causée par l'eau, contribue au niveau de contrainte totale. Selon le principe de Terzaghi, les contraintes totales peuvent être divisées en contraintes effectives, en pression interstitielle active et pression interstitielle. Cependant, l'eau est supposée ne subir aucune contrainte de cisaillement et donc les contraintes de cisaillement effectives sont égales aux contraintes de cisaillement total. Dans Plaxis, il est donc possible de spécifier un comportement non drainé dans une analyse de contraintes effectives en utilisant les paramètres du modèle effectif. Ceci est en réalité en identifiant le type de comportement du matériau d'une couche comme étant soit non drainé A. Ici, l'analyse des contraintes effectives non drainées est effectuée avec des paramètres de résistance effective. On a non drainé B. Ici, l'analyse des contraintes effectives non drainées est effectuée avec des paramètres de résistance non drainés. Ou bien encore non drainé C, avec les paramètres où l'analyse est effectuée avec les paramètres non drainés. Pour le premier cas, en principe, l'analyse des contraintes effectives non drainées peut être utilisée en combinaison avec les paramètres de résistance effective Φ' et C', pour modéliser la résistance au cisaillement non drainé du matériau. Dans ce cas, le développement de la pression interstitielle joue un rôle crucial en fournissant le bon chemin de contrainte effective qui conduit à la rupture à une valeur réaliste de la résistance au cisaillement non drainé CU, SU ou SU. Cependant, il faut noter que la plupart des modèles de sol ne sont pas capables de fournir une bonne trajectoire de la contrainte effective dans une charge non drainée. Par conséquent, ils produiront une mauvaise résistance au cisaillement non drainé si la résistance du matériau a été spécifiée sur la base de paramètres de résistance effective. Par ailleurs, un autre problème est que pour les matériaux non drainés, les paramètres de résistance effective ne sont pas généralement disponibles à partir des données d'investigation du sol. Afin donc de surmonter ces problèmes, certains modèles permettent une entrée directe de la résistance au cisaillement non drainé. Cette approche est décrite dans l'analyse des contraintes effectives non drainées avec les paramètres de résistance non drainée B. Donc, si un utilisateur veut utiliser la résistance des matériaux non drainés en utilisant les paramètres de résistance effective, cela peut être appliqué dans Plaxis de la même manière pour tous les matériaux drainés. Cependant, ce type de drainage doit être réglé sur non drainé A. En conséquence, donc quand vous choisissez non drainé A, Plaxis ajoutera automatiquement la rigidité de l'eau à la matrice de rigidité afin
de faire la distinction entre les contraintes effectives et les pressions interstitielles. Donc l'avantage d'utiliser des paramètres de résistance effective dans des conditions de chargement non données est qu'après consolidation, par exemple, on obtient une résistance de cisaillement qualitativement plus élevée, bien que cette augmentation de la résistance au cisaillement ne soit pas nécessairement due à des facteurs externes. Maintenant, on va voir le cas de la situation non donnée pour les couches de sol non données dont le profil de résistance au cisaillement non donné est connu. Plaxis offre pour certains modèles la possibilité d'une analyse des contraintes effectives non données comme décrit dans des analyses de contraintes effectives non données en choisissant phi égale à 0 et C égale à SU. Dans ce cas également, une distinction est faite entre les pressions interstitielles et les contraintes effectives. Bien que les pressions interstitielles et la trajectoire des contraintes effectives puissent ne pas être totalement correctes, la résistance au cisaillement non donné résultante n'est affectée puisqu'elle est directement spécifiée comme paramètre d'entrée. Donc l'option permettant d'effectuer une analyse de contraintes effectives non données avec des propriétés de résistance non données n'est disponible que pour certains modèles tels que Moore-Coulomb. Si pour une raison quelconque, on ne souhaite pas utiliser les options non données A ou non données B pour effectuer une analyse de contraintes effectives non données sur Plaxis, on peut simuler le comportement non donné en utilisant une analyse de contraintes totale conventionnelle avec tous les paramètres spécifiés comme non donnés. Dans ce cas, la rigidité est modélisée en utilisant le module Young non donné et le coefficient de Poisson non donné. La résistance est modélisée en utilisant une résistance de cisaillement non donnée SU avec phi égale à 0. Donc phi qui est l'angle de frottement. En général, pour le coefficient de Poisson non donné, on choisit une valeur proche de 0,5. Une valeur de 0,5 n'est pas possible, car cela conduirait à une singularité de la matrice de rigidité. Donc, il faut prendre une valeur qui oscille entre 0,495 et 0,499. L'inconvénient des contraintes totales non données est qu'aucune distinction n'est faite entre les contraintes effectives et les pressions interstitielles. Par conséquent, tous les résultats se référant aux contraintes effectives doivent maintenant être interprétés comme des contraintes totales et toutes les pressions interstitielles sont égales à 0. Voici un bref aperçu des modèles et les types de drainage autorisés. Donc, sur la première colonne, on a les modèles disponibles sur Plaxis et sur la deuxième colonne, on a les modèles de drainage. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons en quoi consistent ces différents modèles et dans quelles situations on peut les appliquer. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous appuyez sur le pouce bleu